La mangrove est un écosystème tropical situé en bordure de mer et soumis au rythme de balancement des marées. Elle est très importante pour l'homme en lui procurant plusieurs bénéfices liés à la sécurité alimentaire, à la protection des zones côtières ou encore au stockage du carbone, et participe donc à la lutte contre le réchauffement climatique. Elle fait partie des écosystèmes les plus productifs de la planète et est caractérisée par la présence de ces arbres aux racines en échasse sortant de l'eau, les palétuviers. La mangrove rend aussi d'énormes services aux espèces animales qui y trouvent refuge, nourriture, endroit pour se reproduire et pour grandir. De nombreuses espèces de poissons et d'invertébrés y ont ainsi élu domicile pour la vie ou juste avant de rejoindre l'océan. Parmi ces animaux habitant les mangroves, un petit poisson attire plus particulièrement notre attention, le Rivulus des mangroves. C'est un poisson qu'on étudie depuis quelques années dans notre laboratoire en Belgique. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce poisson? Pourquoi est-ce qu'on l'étudie et qu'il y a plusieurs thèses de doctorat dessus? Bien simplement parce que c'est le seul vertébré connu à être hermaphrodite. Donc il est à la fois mâle et femelle en même temps et surtout il se reproduit tout seul. Quand Frédéric m'a parlé pour la première fois de ce poisson, je commençais mon master en biologie des organismes et écologie à l'université de Namur en Belgique. Et j'ai tout de suite été fascinée par ce poisson parce que, en plus de se reproduire par autofécondation, il est capable de sortir de l'eau et de vivre à l'air libre en respirant par la peau, par exemple lorsqu'il n'y a pas assez d'oxygène dans l'eau. Donc il y a même certaines personnes qui ont réussi à le garder 2 mois en laboratoire hors de l'eau. Donc c'est assez spécial. Et du coup, dans la nature, on le retrouvait parfois sous des écorces en train de sautiller, quoi. Et donc, j'ai décidé de faire une thèse de doctorat sur cette espèce afin de comprendre comment un animal aussi original a pu survivre et évoluer dans un écosystème aussi hostile que les mangroves. Nous avons choisi d'étudier 4 populations de Rivulus dans leur habitat naturel, 2 au Belize, à Twin Keys et Long Key, et 2 en Floride, à Emerson Point, non loin de Tampa, et enfin dans les Florida Keys. Afin de rejoindre notre premier lieu d'étude, nous avons troqué un gros transporteur transatlantique pour l'un des 14 Cessna Caravan appartenant à la compagnie belizienne Tropicaire. Logé dans une petite cabine avec 10 autres passagers, ce court vol entre Belize City et Dangriga nous a déjà donné un aperçu des beautés naturelles de ce pays et des immenses étendues de forêts humides et de mangroves. Did you expect that? What? This boat? Yeah. Ah, ok. Arrivé à Dangriga après 9000 km parcourus, 27 heures de voyage et 7 heures de décalage horaire, direction les Southwater Keys, où nous allons établir notre premier camp de base afin d'étudier la population de Rivulus de Twin Keys. Située à plus de 25 km de la côte, Southwater Keys est une île paradisiaque, endroit prisé des plongeurs et, il faut bien le dire, légèrement fortunés. Donc ici, regardez, c'est l'habitat idéal pour travailler sur le Rivulus des mangroves. Donc voici notre petit poisson ici. Il vit dans cet habitat, pas exactement parce qu'ici il y a un peu trop d'eau, mais c'est un petit peu ça. Pourquoi est-ce qu'on vient ici au Belize, tout près de Twin Cay? C'est parce que notre poisson en fait présente une population sur cette île qui est tout à fait particulière. C'est l'endroit au monde où il y a le plus de variabilité génétique. À Southwater Keys, nous retrouvons nos collègues Ryan Hurley et Christy Marson de l'Université d'Alabama. Ryan et Christy travaillent depuis de nombreuses années sur le Rivulus et font partie des plus grands spécialistes mondiaux de cette espèce.
Ils sont déjà venus plusieurs fois au Belize et vont pouvoir nous aider sur le terrain afin de trouver et de capturer nos poissons. Le matériel de capture vérifié, place maintenant à notre première journée de terrain sur l'île de Twin Keys. Travailler dans les mangroves pour attraper des petits poissons qui font 2-3 cm de long n'est pas chose facile. Cela nécessite d'utiliser des pièges faits maison, qui sont en fait de vulgaires gobelets en plastique recouverts d'un entonnoir. Ces pièges sont dispersés dans la mangrove à des endroits stratégiques, propices à rencontrer des rivulus. Celui-ci pénètre alors dans le gobelet et se retrouve incapable d'en sortir, un peu à l'image de nos pièges à guêpes que l'on place sur les terrasses en été. Un morceau de ruban rose nous permet d'identifier l'emplacement de chaque piège afin de ne pas malencontreusement en oublier et de ne laisser bien entendu aucune trace de notre passage. Horribly smelling, worse than this. Nous laissons les pièges pendant 1 heure, le temps que les poissons puissent y pénétrer. Pendant ce temps, c'est l'occasion d'observer la faune et la flore locale, comme cette magnifique colonie de termites, les innombrables lézards, ou ce magnifique crabe des mangroves appelé crabe manteau, qui apparemment avait envie de rencontrer Ryan. Il est maintenant temps de relever chaque piège un par un en espérant avoir capturé notre poisson. Le suspense est de mise à chaque gobelet retourné. Yes. Do you want to just do you have your camel back or I can take it? Victoire! Un sentiment de joie s'empare de nous lorsqu'un rivulus se retrouve dans notre seau collecteur. Il ne reste plus alors qu'à le mettre dans un petit sac en plastique avec de l'eau et à l'étiqueter pour ensuite le ramener au labo. Mais cette première journée de terrain allait tout de même nous réserver une bien mauvaise surprise. Donc là on est sur Twin Cay, c'est l'île qu'on étudie pour les rivulus et on est sur la pointe sud, donc c'est une zone qu'on n'a pas encore investiguée pour les rivulus. C'est une zone complètement déserte, donc il n'y a pas d'être humain qui vit, il y a juste une ancienne place pour des pêcheurs. Et malgré ça, regardez tous les déchets de plastique qu'il y a, qui sont amenés par la marée, probablement aussi peut-être des tempêtes, etc. Et tout ça s'accumule absolument partout autour de nous, donc c'est absolument dégueulasse. La fin de journée arrive vite et nous voilà déjà prêts à reprendre notre bateau et à rentrer à notre camp de base car d'autres tâches nous attendent. Dans notre laboratoire de fortune, c'est-à-dire sur la terrasse de notre KGB, nous allons étudier le comportement de nos poissons capturés. Nous devons donc construire des petits aquariums transportés en pièces détachées depuis la Belgique. Le collage est délicat, mais doit absolument être parfait, sinon, bonjour les fuites. Il va falloir maintenant remplir les aquariums d'eau et la changer complètement pour chaque poisson. Mais comment faire? Pas d'autre choix que de faire fonctionner nos biceps et de faire des dizaines d'allers-retours entre le labo et la mer. Alors ce qu'on aimerait faire ici avec nos tests comportementaux, c'est voir si cette variabilité génétique induit davantage de variabilité comportementale que les autres populations, comme celle de Floride par exemple, qui ont, elles, une variabilité génétique très faible.
Donc c'est pour ça qu'on va tester une quarantaine de poissons ici au Belize à Twin Cay et comparer le comportement et les traits de personnalité, d'audace et d'exploratoire de chaque poisson. D'autres paramètres sont relevés, comme la taille et le poids. Chaque poisson est anesthésié puis photographié et un petit morceau de la nageoire est prélevé afin de faire les analyses génétiques. Ils seront ensuite relâchés à l'endroit où ils ont été capturés. L'heure est ensuite aux analyses sur ordinateur. The west is 43.6% males total, but in the north and the south it's under Twin Cay and west. Et puis notre hypothèse sous-jacente, c'est que pour remplacer une faible diversité génétique, c'est qu'il y a une diversité épigénétique. Donc ce sont les mécanismes qui se mettent autour des gènes pour réguler leur niveau d'expression. Ces mécanismes épigénétiques pourraient être différents des différentes populations. Et lorsque la diversité génétique est faible, ces mécanismes épigénétiques pourraient compenser cette faible diversité. Après les journées de terrain et les analyses de comportement, il nous reste un peu de temps pour visiter les richesses sous-marines du Belize. Direction les récifs coralliens à bord de nos kayaks de mer. Ce pays abrite en effet la deuxième plus longue barrière de corail au monde, après bien sûr la Grande Barrière australienne. Elle s'étend sur 1000 km entre le Mexique et le Honduras et abrite un nombre invraisemblable d'espèces marines. Nous rencontrons ainsi de multiples poissons se succédant frénétiquement. Des poissons papillons, perroquets, anges, balistes, barracudas. Nous croisons des bancs de magnifiques chirurgiens bleus, découvrons des poissons porc-épics cachés dans des cavités, non loin de ce magnifique homard. Nous nageons à côté de la raie Pastenague américaine, jusqu'à l'apparition du maître des lieux, le requin de récif des Caraïbes. Au total, après 8 jours restés à travailler à Twin Cays, nous avons capturé 380 rivulus, dont 40 ont été testés pour leur comportement et les autres relâchés. 47 heures de vidéos ont été enregistrées et 2700 litres d'eau de mer transportés à la force de nos bras. Il est temps maintenant de changer de camp de base, direction Long Key, situé quelques 70 km plus au nord. Nouveau logement, nouvelle mangrove, nouvelle population de rivulus et nouveau labo de fortune construit de la même manière à partir des pièces détachées, mais toujours construit sur la terrasse de notre KGB. Les pêcheurs locaux terminent leur journée en dépeçant leurs prises, ce qui a pour résultat d'attirer à 2 mètres de nous raies et requins, tout heureux de faire un repas gratuit. À Long Key, mangroves rouges et mangroves noires, portant des racines verticales appelées pneumatophores, qui leur permettent de respirer, se succèdent non loin de notre logement. Cela nous permet de bien choisir les sites où nous allons chercher les rivulus. Voilà, donc là on essaye de trouver les endroits pour prélever les rivulus. Donc on essaie de trouver des mangroves avec un mix de mangroves rouges et de mangroves noires.
Et si possible avec un peu d'eau ou beaucoup de terrier de crabe. Ben voilà, par exemple, ici ça semble pas mal. Donc il y a la bordure là, de l'eau où il y a plein de mangroves noires qui pourraient être échantillonnées. On pourrait essayer de mettre des pièges ici et de voir combien de rivulus on peut capturer à cet endroit. L'endroit, quoi, s'il y a eu de la pluie ou quoi, ou bien parce qu'on est passé, mais il y a des endroits, je savais plus trop où j'avais mis les pièges hier et tout. Mais là, je crois que c'est bon. On verra dans 1 heure. Voilà, c'est un hermaphrodite. Donc il y a plusieurs populations de rivulus connues au niveau de Lunky. Les crocs, les bermes, les BW, les calypsos. Nous, on s'est cantonné au niveau de la population calypso ici, qui est juste en bordure, qui était relativement accessible. Au final, on a capturé 32 poissons, 32 rivulus, dont uniquement 3 mâles, et donc le reste 29 hermaphrodites. Ce qui nous fait donc un peu moins de 10% de mâles, ce qui est beaucoup moins de mâles que ce qu'on avait trouvé à Tunique. Le Belize est un petit pays de la côte est de l'Amérique centrale. Coincé entre le Mexique et le Guatemala, il ne compte que 400 000 habitants et a la rare particularité pour un pays d'Amérique, États-Unis et Canada mis à part, d'avoir l'anglais comme langue officielle. Avant de continuer notre mission en Floride, nous avons fait une halte à Belize City, la principale ville du pays. Cela nous a permis de visiter le zoo local, accueillant plus de 200 animaux appartenant exclusivement à la faune locale, pour la plupart orphelins ou blessés, et soignés dans le parc. Cette visite nous a permis de pouvoir observer 2 animaux emblématiques du Belize, le tapir et ce magnifique jaguar. À l'heure actuelle, le Belize compte encore 800 de ces magnifiques félins dans ses forêts. Le Belize est bien sûr aussi connu pour ses sites archéologiques abritant les ruines d'anciennes civilisations précolombiennes, comme le site d'Altunja, situé à 50 km de Belize City. Ouais. Il y a un groupe. C'est enfin un pays très prisé par les ornithologues car il renferme de nombreux oiseaux colorés ou emblématiques, comme ici au sanctuaire de Crooked Tree, où il est facile d'observer le jaribou, cette espèce de grosse cigogne que l'on retrouve du Mexique à l'Argentine, ou encore ce très joli moucherolle écarlate. Mais l'endroit à ne pas rater s'appelle Half Moon, où nous pouvons observer une colonie de fous à pieds rouges mélangés à des frégates superbes. Le fou à pieds rouges est le plus petit des fous, plus petit que son cousin, le fou de Bassan, retrouvé en Europe. Les couples peuvent rester ensemble plusieurs saisons et pratiquent des rituels élaborés comportant des cris rauques et des mouvements variés.
Destination maintenant, la Floride, où nous allons travailler sur les 2 populations de Rivulus suivantes, à Emerson Point et dans les Florida Keys. Outre ces immenses plages de sable blanc sur lesquelles viennent s'échouer les vagues, la Floride renferme de nombreuses richesses naturellement facilement accessibles, comme dans le très beau parc de Fort DeSoto ou dans la réserve Robinson, située de part et d'autre de la baie de Tampa. On ne peut pourtant pas dire que cette région soit désertée, puisqu'elle compte à elle seule 7 fois plus d'habitants que le Belize tout entier. Plusieurs oiseaux intéressants peuvent y être observés, comme des pélicans bruns, des gravelots, chevaliers, aigrettes, tournepierres et autres échassiers. Les majestueux ibis blancs américains, bien sûr, oiseaux très communs, arborant fièrement un bec fortement incurvé, mais aussi les fameuses spatules roses. Ces échassiers sont facilement reconnaissables par leur couleur rose, mais aussi par leur bec aplati, utilisé pour chasser à la surface de l'eau, crustacés, insectes et amphibiens. Les hérons et bioraux sont aussi très souvent rencontrés dans les zones humides et notamment dans les mangroves. Ils vont nous accompagner tout au long de notre travail. Mais un autre petit animal allait attirer notre attention, tapi contre le sable et marchant d'un pas de côté. Bien reconnaissable grâce à l'une de ses pinces disproportionnellement grandes chez le mâle, le crabe violoniste se trouve très facilement dans les mangroves et en bord de mer, parfois par milliers. Appartenant à la famille des Ocypodidés, comptant une centaine d'espèces, le mâle agite sa pince dans l'espoir d'attirer une femelle pour se reproduire, alors que l'autre lui sert pour se nourrir de détritus qu'il amène à sa bouche. Notre travail peut maintenant reprendre dans la réserve d'Emerson Point, en bordure du golfe du Mexique. À cet endroit, nous allons étudier une population de Rivulus un peu particulière, puisque c'est là que l'on rencontre le moins de mâles par rapport aux hermaphrodites, et donc que la diversité génétique est la plus faible. Les pièges sont à nouveau déployés dans un périmètre bien établi, parfois un peu difficile d'accès. Notre regard fut vite attiré par les dizaines de petits poissons grouillant près de la surface. Afin d'essayer de voir plus en détail ce qu'il se passe sous l'eau, nous avons placé notre caméra juste à côté des pièges en espérant observer le comportement des Rivulus dans leur habitat naturel. Il faut néanmoins s'armer de patience, car notre poisson semble timide en face des projecteurs. Néanmoins, beaucoup d'autres espèces font leur apparition, parfois furtivement ou parfois plus longuement. On retrouve ainsi le très commun Gambusia, ou poisson moustique, le killifish diamant ou encore le magnifique molly-voile, présentant sa très longue nageoire dorsale déployée à l'instar d'un voilier. Et enfin, un Rivulus a daigné se faire filmer, mais a compris notre petit stratagème et s'est vite détourné du piège. Avec l'aide déterminante de Christie, nous avons finalement piégé une quantité importante de Rivulus qui serviront à suivre l'état de santé de cette population. De notre côté, nous avons pu à nouveau réaliser les tests comportementaux qui seront analysés à notre tour en Belgique. Ces analyses sont également réalisées sur la 4e et dernière population étudiée, celle des Florida Keys. Direction donc cette bande d'îles tropicales, très touristique, s'étendant entre Key Largo et Key West sur près de 200 km.
La mangrove y est très proche des habitations, mais y est très dense également. La fatigue se fait ressentir après plusieurs semaines à patauger les pieds dans l'eau en s'accrochant aux branches des palétuviers et en essayant d'éviter les piqûres de moustiques. Mais l'enthousiasme revient rapidement et nous comprenons vite que cette mangrove est elle aussi peuplée d'une belle biodiversité. Nous y rencontrons des espèces que nous n'avions pas encore vues auparavant, comme plusieurs serpents aquatiques des mangroves. L'occasion pour Frédéric de capturer quelques clichés et de mettre tout ça en boîte pour le film. Notre périple dans les mangroves s'achève petit à petit. Mais comment visiter la Floride sans observer deux de ces animaux les plus emblématiques? Le lamontin de Floride est en effet l'un des symboles de cet État américain. Aussi appelé vache de mer, il est le représentant le plus grand de l'ordre des Sirénéens, qui comprend aussi deux autres espèces de lamontin, et le dugong vivant dans l'Indo-Pacifique. L'alligator américain est quant à lui situé à l'opposé de la chaîne alimentaire. Redoutable prédateur, à l'allure préhistorique, il est très répandu en Floride, où on peut l'observer assez facilement, comme ici dans le parc national des Everglades. Dès notre retour en Belgique, on a pu analyser les dizaines d'heures d'enregistrement vidéo des tests comportementaux afin de déterminer la variation des comportements d'audace et d'exploration entre les 4 populations de Rivulus étudiées. Et au final, nous avons constaté contre toute attente que la population d'Emerson Point présente le plus d'individualité. Donc ça veut dire que les individus de cette population sont très différents les uns par rapport aux autres, par rapport à leur comportement, alors que c'est la population où les individus sont quasiment identiques d'un point de vue génétique. La mangrove est un écosystème très important pour l'homme et pour les milliers d'espèces qui y vivent. Mieux la comprendre est un travail de longue haleine vis-à-vis duquel s'emploient des centaines de biologistes de par le monde. C'est en comprenant son fonctionnement et celui de ses habitants que nous pourrons également mieux la protéger. Elle abrite des animaux uniques, comme le Rivulus des mangroves, qui sont parfaitement adaptés à cet environnement. Comment la seule espèce de vertébré connue qui se reproduit toute seule par autofécondation fait-elle pour maintenir une diversité de traits, comme le comportement, malgré très peu de diversité génétique? Cette question qui nous anime est encore loin d'être solutionnée et illustre à quel point la nature nous présente encore aujourd'hui bien des énigmes.